Salut tout le monde. Ce soir nous partons loin, très loin, jusqu'aux confins de l'Empire romain, là où les cartes se brouillent, où les moustiques piquent plus fort que les ennemis, et où le silence n'est jamais rassurant. Ce soir, vous allez devenir un légionnaire romain. Oui, vous. Pas un général auréolé de gloire. Juste un soldat parmi des milliers, paumé sur une frontière oubliée. Et spoiler, vous ne survivrez probablement pas à ça. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et dites-moi en commentaire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes à peine majeur, ou peut-être plus vieux que votre âge ne le laisse penser. La vie vous a un peu raclé les angles. Et ce matin, vous vous êtes réveillé dans une taverne douteuse à Ostie, avec un goût de vin aigre dans la bouche, un mal de crâne carthaginois et un document d'engagement dans la Légion signé de votre main. Enfin, il semble que ce soit votre écriture. Trop tard pour faire marche arrière. Rejoindre l'armée romaine, ce n'est pas tout à fait une formalité. Vous vous présentez au recruteur, torse nu, jambes tremblantes et une haleine qui ferait tomber un centurion. Il vous mesure, vérifie que vous avez au moins toutes vos dents de devant et qu'aucune maladie visible ne menace de vous faire exploser avant la fin du mois. Apparemment, vous passez. Félicitations, vous êtes cher à glaive. Dans la cour du camp, d'autres nouvelles recrues attendent, aussi confuses que vous. Certains sont des volontaires venus de provinces lointaines, d'autres ont été enrôlés à la suite d'un petit vol ou d'un scandale familial. Les Romains aiment les secondes chances, à condition qu'elles soient encadrées par un centurion armé d'un bâton. Le moment arrive de dire au revoir à votre ancienne vie, littéralement. Vos vêtements sont brûlés, jugés trop sales pour entrer dans la discipline romaine. À la place, on vous offre une tunique grattante, une ceinture et des sandales qui couinent. Vous recevez aussi un long discours sur l'honneur, la gloire, l'empire, et un autre sur les punitions en cas de désertion. Celui-là est plus long. Puis, le voyage commence. Oh, vous pensiez être affecté à une belle ville balnéaire. Détrompez-vous. Votre destination, une frontière nordique, pluvieuse et infestée de barbares. On vous confie un sac 2 fois plus gros que votre torse, rempli d'équipements militaires, casques, scutums, pilums, ustensiles de cuisine, pelles, piquets, cordes et une meule portative. Oui, une meule. Vous allez moudre votre propre blé, soldat. Les premiers jours de marche sont rudes. Vos épaules brûlent, vos pieds saignent et le centurion chante faux. Il hurle des ordres à chaque détour, tout en mâchant une herbe au goût douteux, censée calmer les nerfs. Ça ne semble pas marcher. La colonne s'étire le long de la voie appienne, puis bifurque vers des pistes moins romaines. Le paysage devient monotone, le ciel plus gris, les villages plus distants. Certains habitants vous regardent passer comme s'ils voyaient un cortège funéraire. Pas faux, les routes de l'Empire sont longues. Certaines légions ont marché des mois avant d'atteindre leur camp de destination. Les pauses sont rares, juste assez longues pour gober un morceau de lard rance, boire une eau tiède au grumeaux suspect et repartir. Vos compagnons parlent peu. Ce n'est pas qu'ils sont timides, c'est juste que respirer et marcher est déjà un effort surhumain. Un soir, alors que vous montez la tente pour la 15e fois, vous vous posez une question simple. Pourquoi? Pourquoi avoir signé ce papier? Était-ce la promesse d'un lopin de terre ou juste l'envie d'échapper à un beau-père particulièrement bavard? Les historiens se disputent encore pour savoir si les légionnaires comprenaient réellement ce qui les attendait. La réponse courte serait « probablement pas ». Puis vient le premier bivouac en forêt profonde. La nuit est silencieuse, mais pas apaisante. Vous entendez craquer les branches, souffler le vent entre les pins et un bruit étrange près de votre sac. Un sanglier peut-être. Ou un autre soldat en quête de biscuits. La méfiance devient votre oreiller préféré.
Un vétéran partage avec vous un détail amusant avant de dormir. Dans certaines légions, les recrues sont réveillées brutalement en pleine nuit pour simuler une attaque. C'est formateur et très désagréable. Heureusement pour vous, cette nuit-là, seuls les ronflements du centurion menacent votre intégrité mentale. Enfin, au bout d'interminables jours, votre cohorte approche du camp. Un fortin dressé sur une colline nue, battu par les vents, protégé par des palissades en bois noirci. Il n'y a pas de fanfare, pas de drapeau, juste une barrière grinçante et 2 gardes frileux. Votre nouvelle maison. Avant d'entrer, on vous remet un nouveau lot d'ordre. Couper du bois, entretenir les latrines, puis nettoyer l'armurerie. Ah oui, et ne pas mourir. Le centurion le répète souvent comme une petite plaisanterie, une blague un peu amère. Ce soir, vous dormez à l'abri, sur une paillasse un peu humide, entouré de 10 inconnus aussi fatigués que vous. L'un d'eux parle dans son sommeil en punique. Un autre serre son glaive contre lui comme une peluche. Vous vous enfoncez doucement dans l'inconfort, le froid et une étrange certitude. Vous êtes désormais une partie infime d'une immense machine. À peine 1 heure de sommeil plus tard, le corps se met à hurler comme un éléphant enrhumé. Vous sursautez, frappez votre tête contre une poutre et réalisez que le cauchemar n'en était pas un. Vous êtes vraiment là, dans une caserne romaine, au bout du monde. Et c'est l'heure de l'entraînement. Le centurion vous attend déjà dehors, le bâton à la main, et l'air d'un homme qui n'a jamais aimé rien ni personne. Il commence par une observation. Vous êtes mou comme des figues trempées. Puis il vous fait courir, encore et encore, avec votre équipement complet, même la meule, parce qu'on ne construit pas un soldat avec des pauses. L'entraînement dans la Légion romaine n'est pas une activité sportive, c'est un mode de vie. Vous ne courez pas pour améliorer votre souffle, mais pour écraser tout espoir de le récupérer un jour. Vous ne maniez pas le glaive en bois pour le style, mais parce qu'il est 2 fois plus lourd que le vrai. Et que si vous survivez à ça, survivre à la guerre sera presque relaxant. Votre bras tremble sous le poids du scutum, ce grand bouclier rectangulaire que vous apprenez à aimer, puis à haïr, puis à pleurer dessus. Vous l'utilisez pour frapper, bloquer, marcher, faire votre lit. Bon, presque. Il devient une extension de votre torse, sauf qu'il gratte, glisse et pèse l'équivalent d'un veau mort. Les premiers jours, vous tombez souvent. Le glaive vous échappe. Vous ratez les formations. Vous avez même utilisé le mauvais pied pour démarrer la marche, une hérésie capitale dans l'univers ultra-symétrique de l'armée romaine. Le centurion vous appelle la limace. Ce n'est pas un surnom affectueux. À midi, on vous accorde une pause, c'est-à-dire 15 minutes pour mâcher un pain aussi sec que les routes d'Afrique et boire une eau tiède partagée avec 6 camarades. L'un d'eux prétend qu'il a vu un soldat mourir d'un rot mal contrôlé. Vous riez, puis vous vous demandez s'il était sérieux. L'après-midi, c'est le maniement du pilum, le javelot romain. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas pour tuer. C'est pour percer un bouclier, se plier et devenir inutilisable par l'ennemi. Pratique, mais surtout très frustrant quand vous ratez 3 fois la cible et finissez avec votre javelot planté dans le sol à vos pieds. Un vétéran s'approche et vous donne un conseil. Tire pas comme un poète. Tire comme si le type d'en face avait dragué ta sœur. Vous ne savez pas trop quoi répondre, alors vous visez mieux. Et ça marche. Presque. Les journées s'enchaînent comme un long tunnel d'ampoules, de bleu et d'ordre hurlé. Vous apprenez la marche en formation, ce ballet rigide où chaque pas compte, et malheur à celui qui déséquilibre la ligne. Il est bon pour porter des pierres, ou pire, réciter les lois militaires à voix haute pendant le dîner. En latin, vous sentez votre corps changer. Vos jambes deviennent des colonnes, vos bras des leviers. Vous dormez comme une pierre, sauf quand le froid ou les ronflements de votre voisin vous rappellent que vous n'êtes pas seul. La caserne est une ruche. Vous mangez ensemble,
marcher ensemble, transpirer ensemble. Une camaraderie un peu moite, mais réelle. Les historiens se disputent encore pour savoir si l'entraînement romain était exagérément brutal ou simplement efficace. Certains pensent que les Romains voulaient briser les hommes pour reconstruire des soldats. D'autres estiment que c'était surtout une manière de filtrer les futurs déserteurs avant qu'ils ne fassent trop de dégâts. Dans tous les cas, ça fonctionne. Vous commencez à penser comme un légionnaire. Vous apprenez à lire les signaux, à reconnaître les sons des cornes, à marcher au rythme du tambour. Et plus étrange encore, vous commencez à aimer ça. Un peu, par moment, quand il ne pleut pas trop, et que personne ne vous a crié dessus depuis plus de 5 minutes. Un jour, pendant une simulation de siège, vous êtes désigné comme ennemi. On vous donne un vieux casque cabossé, un bout de bois et la consigne de faire peur. 5 secondes plus tard, vous êtes plaqué au sol par 3 camarades surexcités. L'un d'eux vous fait un clin d'œil. Apparemment, c'était affectueux. Le soir venu, les bras cassés, vous retournez à la chambrée. Un compagnon, Lucius, tente de se gratter le dos avec son glaive. Il se coince. 2 autres rient tellement qu'ils font tomber une lampe à huile. Vous passez une demi-heure à nettoyer, pendant que le centurion marmonne quelque chose sur les ânes illettrés. Avant de dormir, un vétéran raconte une histoire de l'époque de Trajan. Un légionnaire si fort qu'il aurait décapité un ennemi avec un simple lancer de sandales. Vous soupçonnez une légère exagération, mais vous n'osez pas le contredire, surtout quand il retire sa propre sandale et qu'elle a des clous. Et ainsi passe votre première vraie semaine d'entraînement. Vous n'êtes plus vraiment civil, pas encore soldat. Vous êtes en transition, en sueur, épuisé, et bizarrement un peu fier. Vous avez survécu à l'étape que beaucoup abandonnent. Le centurion ne vous appelle plus la limace, il vous appelle la tortue. C'est une promotion. Vous voilà désormais intégré à votre contubernium, ce groupe de 10 hommes qui vont devenir votre famille, que vous le vouliez ou non, ou plutôt votre colocation sans porte et sans intimité. Vous partagez avec eux votre tente, votre ration, votre sueur, vos râles de fatigue et probablement quelques parasites capillaires. Le chef de chambrée, un certain Marius, a une voix comme du gravier mouillé et une dent en bronze. Il dit qu'elle provient d'une ancienne pièce de monnaie. Vous ne savez pas s'il plaisante. Vous ne savez jamais quand il plaisante. L'espace de couchage. Imaginez une étable sans les vaches, mais avec l'odeur. Vous dormez sur un lit de paille vaguement tassé, aligné contre les autres comme des anchois malheureux. Vos pieds touchent les tibias d'un autre, et parfois, quelqu'un parle en rêve de son oncle et d'une chèvre. Vous ne posez pas de questions. Il fait froid, puis chaud, puis froid à nouveau. Une tente de cuir ne protège ni du vent, ni des ronflements de Gaius, votre voisin immédiat, qui s'endort en 3 secondes, mais produit des sons dignes d'une guerre de trompettes. On a envisagé de le bâillonner avec une chaussette, jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'on n'en a qu'une paire chacun. La journée, vous vous entraînez ensemble. La nuit, vous partagez les histoires et les paix. Le lien se crée. C'est ça, la magie de la cohorte. L'un des gars, Petronius, se prétend devin. Il lit l'avenir dans les restes de soupe. Il a prédit que vous alliez tomber amoureux d'une fille à Narbonne. C'est étrange, puisque vous ne savez même pas où est Narbonne. Les repas sont pris ensemble, dans une ambiance que les anthropologues qualifieraient de vaguement comestible. L'orge bouillie, le pain rassis, le vin coupé à l'eau, ou à quelque chose qui ressemble vaguement à de l'eau, composent la majorité de votre alimentation. Quelqu'un tente un jour de faire frire un poisson trouvé dans le fossé. Il brille dans le noir. On ne le revoit plus. Ni le poisson, ni l'homme. Un fait historique que vous ne saviez probablement pas. Chaque contubernium devait construire et démonter sa tente chaque jour en campagne, transporter son propre four portable et entretenir sa propre portion de route. Cela signifie que non seulement vous combattez, mais vous êtes aussi ouvrier, cuisinier, bricoleur et homme de ménage.
Vous entendez parfois les vétérans évoquer la testudo, cette fameuse formation où les légionnaires se recouvrent de boucliers comme une carapace. Ça a l'air glorieux, jusqu'à ce que vous l'essayiez pour la première fois et que le bouclier du dessus vous coule de la sueur dans les yeux pendant 3 heures. Vous êtes désigné pour une garde nocturne. Il pleut, évidemment. Vous partagez la tour de guet avec Flaccus, un Gaulois repenti qui vous parle de fromages étranges et de bêtes des forêts. Il dit avoir vu un esprit se promener dans les collines. Vous commencez à regretter d'avoir écouté. Les rituels de groupe sont nombreux. Chaque matin commence par une salutation au signum, l'étendard sacré de la Légion. Une tige de métal avec une main levée, des décorations, parfois un aigle. Et oui, on parle bien d'un objet auquel vous devez presque dire bonjour. Les Romains n'étaient pas subtils avec les symboles. Les historiens se disputent encore pour savoir si les contubernia fonctionnaient réellement comme des mini-familles ou si c'était plus une question de survie pure. Les textes parlent de liens solides, mais certains chercheurs pensent que c'était surtout une forme d'endurance mentale. Apprendre à vivre dans l'inconfort absolu sans étrangler son voisin avec un lacet. Un jour, Gaius fait tomber la marmite du dîner. L'incident déclenche un débat houleux. Doit-on le fouetter symboliquement, lui confier les corvées de nettoyage à vie, ou tout simplement lui retirer le droit de parler pendant 3 jours? La sanction est décidée à l'unanimité. Il fera la vaisselle à la rivière, sans râler et sans se plaindre des sangsues. Les chants de marche deviennent une activité réconfortante. Des mélodies simples, parfois grivoises, souvent absurdes. Un favori parle d'un âne qui voulait devenir centurion et finit boulanger. Vous ne comprenez pas les paroles, mais vous les hurlez comme tout le monde. Et puis, il y a les odeurs. Elles s'infiltrent dans tout. Cuir moisi, sueur ancienne, vin aigre, pieds morts. Votre nez développe une tolérance surhumaine, à tel point qu'un jour, en visitant un camp de Gaulois capturés, vous trouvez leur taverne, presque agréable. Chaque soir, avant de dormir, Marius récite les ordres du lendemain. Toujours les mêmes mots, toujours le même ton. Parfois, vous les récitez dans votre tête avant lui. C'est apaisant, comme une berceuse autoritaire. Un camarade, Tiberius, vous offre un petit talisman, un os poli avec des marques gravées. Il dit que ça éloigne les malédictions. Vous ne croyez pas vraiment à tout ça, mais vous le glissez quand même sous votre tunique. On ne sait jamais, et vous voilà, soldat romain anonyme, membre d'un petit groupe de survivants en devenir. Vous n'êtes pas spécial, vous n'êtes pas célèbre, mais dans ce petit monde de sueur et de discipline, vous commencez à exister, et c'est déjà quelque chose. Après quelques semaines passées à vous habituer à l'entraînement, à la promiscuité et à l'idée que les jours de repos n'existent pas vraiment, l'annonce tombe, vous êtes affecté. Ce n'est pas Rome, ce n'est même pas la Gaule civilisée. Non, ce sera un castellum paumé, à la frontière nord, quelque part entre la pluie éternelle et les forêts peuplées de gens qui pensent que se laver est une faiblesse. On vous dit que c'est temporaire. On vous sourit même. Mais le sourire ressemble plus à une grimace douloureuse qu'à une promesse. Vous faites donc vos bagages. Encore, le voyage est rude. Les routes deviennent de simples sentiers de boue. Les repères architecturaux s'effacent, remplacés par des arbres hostiles et des collines silencieuses. Il pleut, constamment, à tel point que vous commencez à vous demander si le soleil a été une illusion collective. Enfin, au sommet d'un promontoire détrempé, le poste frontière apparaît. Une palissade branlante en bois sombre, 2 tours de guet à moitié inclinées, et un portail grinçant qui semble gémir à chaque rafale de vent. Bienvenue dans votre nouveau chez vous. Ce fortin est ce que les manuels appellent un castrum auxiliaire. En réalité, c'est une boue géante avec un soupçon d'organisation. Les baraquements sont faits de bois rugueux, les toits fuient et les toilettes sont littéralement un trou creusé dans le sol, partagé entre 30 hommes. Le luxe romain dans toute sa splendeur. Les moustiques, parlons-en.
de véritables vampires. Certains ont des ailes qu'on entend avant même de les voir. L'un d'eux semble avoir pondu dans l'eau de votre gourde. Résultat. Petronius développe une éruption sur le menton qui clignote. Personne n'est sûr que c'est médicalement possible, mais là encore, vous n'êtes pas médecin. Le centurion responsable du camp, un certain Valan, a la démarche d'un homme qui en a vu trop et mangé trop de pain moisi. Il vous salue sans enthousiasme, vous attribue un lit, puis vous donne votre premier poste. Nettoyez les douves du fort avec une pelle. Pendant 3 jours, en silence, vous commencez à comprendre que l'ennemi n'est pas toujours humain. Parfois, c'est la nature elle-même. L'humidité ronge vos bottes. Votre tunique ne sèche jamais complètement et le sol glisse traîtreusement sous vos pas, vous en voyant régulièrement embrasser la terre. Le fort est infesté de grenouilles, de limaces et, ce qui est plus inquiétant, de serpents trop curieux. Un fait historique, ces petits forts avancés servaient à la surveillance, mais aussi à décourager les incursions barbares. Pourtant, la vérité est plus nuancée. Beaucoup de ces installations n'étaient que des postes d'observation avec des effectifs réduits, souvent livrés à eux-mêmes. Leur but réel, gagner du temps en cas d'attaque pour prévenir la légion principale. En résumé, être le premier à mourir poliment. Vous apprenez rapidement les routines locales. Se lever avant l'aube, saluer le drapeau romain, même s'il est à moitié déchiré, manger du porridge grisâtre, monter sur la tour, observer la forêt, rêver d'un bain chaud, cligner des yeux, recommencer. La forêt vous parle. Pas littéralement, pas encore, mais le craquement des branches, le hurlement du vent et les grognements indistincts du soir deviennent des compagnons constants. Vous entendez parfois des rumeurs d'ennemis en maraude. On prétend qu'ils observent, silencieux, juste derrière la lisière. Mais jamais personne ne les voit. Vous commencez à douter de tout. Les historiens se disputent encore pour savoir à quel point ces forts avancés étaient réellement utiles. Certains soutiennent qu'ils étaient cruciaux pour la stabilité de la frontière. D'autres affirment qu'ils servaient surtout de point logistique pour les déplacements de troupes. Vous avez l'impression d'être le dernier caillou avant l'abîme. Un soir, alors que vous êtes de garde, une ombre bouge près de la palissade. Vous saisissez votre pilum, le cœur battant, mais ce n'est qu'un sanglier. Énorme, puant et apparemment très mécontent. Il vous regarde avec un mépris porcin, grogne, puis s'en va. Vous réalisez que même les animaux ne prennent pas ce poste au sérieux. Il y a aussi l'odeur. Pas celle des hommes, ça, vous êtes habitué, mais celle du bois pourri, du cuir détrempé, du feu mal éteint et des champignons qui poussent là où il ne devrait pas y en avoir. Votre sac sent le fromage vieux alors que vous n'en avez pas mangé depuis des semaines. C'est un mystère, un peu inquiétant. Le seul divertissement du fort, les paris. Combien de jours avant qu'un rat vole la ration de Marcus? Combien de temps avant que le toit de la tour sud s'effondre? Spoiler, bientôt. On parie aussi sur la météo, bien que la pluie gagne toujours. Le moral? Fluctuant. Certains soldats s'accrochent aux souvenirs de Rome. D'autres écrivent des lettres à leur famille qu'ils n'enverront jamais. Vous gravez un petit dessin sur le bois de votre couchette. Un soleil souriant. Il est ironique, très ironique. Et pourtant, malgré la rudesse, une sorte de calme s'installe. Le monde devient simple. Surveiller, réparer, manger, dormir. Vous cessez d'espérer des surprises. Vous devenez aussi solide et muet que les palissades que vous patrouillez. Félicitations. Vous êtes devenu une sentinelle. Une âme oubliée au bord d'un empire immense, et personne ne viendra vous chercher de sitôt. Il y a des jours où vous vous levez sans savoir quel jour on est. Mais ce n'est pas grave. Dans la Légion, chaque jour se ressemble, comme des copies maladroites d'une même pièce mal jouée. Et vous êtes désormais un figurant expérimenté dans ce théâtre de sueur. La routine commence avant l'aube. Le corps sonne dans la pénombre.
Vous enfilez votre tunique encore humide de la veille, car elle n'a jamais vraiment le temps de sécher. Puis vous glissez vos pieds dans vos sandales, en espérant que rien de vivant ne s'y cache. Premier acte. L'inspection. Le centurion fait le tour du camp, observe vos postures, regarde si vos ceintures brillent, oui, il faut les frotter, vérifie que votre glaive est bien affûté. Il ne sourit jamais. Même quand tout est parfait, il grogne un « et passe au suivant. Quand quelque chose cloche, il vous fixe et dit « Tu veux mourir sale ou propre ?» Une phrase à valeur pédagogique. Ensuite, c'est le moment du pain. Pain de blé écrasé, dur comme la semelle de votre oncle cordonnier, accompagné parfois d'un peu de fromage, s'il en reste. Sinon, vous rongez un oignon et buvez de l'eau tiède, filtrée au torchon douteux. La matinée est réservée à la corvée ou à l'entraînement. Corvée, aujourd'hui. Vous charriez des pierres pour renforcer la tour nord. Encore. À ce stade, vous ne construisez plus un fort. Vous bâtissez une légende personnelle de dos cassés et de sueur gratuite. Une anecdote historique amusante. Les légionnaires construisaient souvent leur propre camp chaque soir pendant les campagnes. Tranchées, palissades, fossés. Une mini-ville éphémère. Cela faisait partie de leur identité. Soldats, maçons, charpentiers et larbins officiels. Ce qui signifie que même en l'absence d'ennemis, vous finissez toujours avec une ampoule à un endroit nouveau. Après les travaux, c'est la ronde. Vous marchez sur le pourtour du fort, vérifiez les coins, saluez les statues des dieux protecteurs. Il y a une statuette de Mars à moitié cassée près de la porte ouest. On lui a mis un casque de liège. Apparemment, c'est un rite pour éviter les entorses. Vous patrouillez avec Flaccus, toujours aussi bavard. Il vous explique qu'il entend parfois les pierres lui parler. Pas de façon précise, bien sûr, juste une sorte de grondement sourd. Il vous regarde intensément. Vous opinez doucement et changez de sujet. Midi arrive sans gloire. L'estomac crie. Vous recevez une ration de lentilles à moitié brûlées, accompagnée d'un petit morceau de lard salé. Quelqu'un trouve une plume dans le plat. On décide collectivement d'ignorer ce détail. L'après-midi est plus calme. En théorie. En réalité, c'est le moment des tâches ingrates. Nettoyer les latrines, recoudre les tuniques, réparer les clous des sandales. Un soldat qui perd sa semelle en pleine charge, c'est non seulement ridicule, mais aussi potentiellement mortel. Donc, on bichonne nos pieds comme des empereurs. Une fois par semaine, vous recevez une poignée de sel, des haricots secs et parfois un petit morceau de savon. Il a la forme d'un caillou, l'odeur d'un feu de camp, et il mousse environ autant qu'une pierre ponce. Mais il est précieux, comme l'or, surtout pour les aisselles. Le soir venu, vous nettoyez votre armement. C'est sacré. On ne plaisante pas avec le gladius. Il faut l'astiquer, le huiler, lui parler un peu, peut-être même lui chanter une chanson douce si vous avez survécu à 2 campagnes. Un soldat parle à son arme comme à un chien fidèle. Ce n'est pas triste, c'est pratique. Les historiens se disputent encore pour savoir si l'obsession des Romains pour la propreté de leurs armes relevait d'un rituel ou d'un simple souci d'efficacité. Les plus cyniques disent que c'était surtout pour éviter de se ridiculiser en combat. Imaginez planter un glaive rouillé dans un barbare et le voir le retirer lui-même en riant. Inacceptable. Après le nettoyage, les soldats se regroupent autour du feu. Certains sculptent des amulettes, d'autres jouent à des jeux de dés avec des cailloux gravés. Petronius fait semblant de lire l'avenir dans la fumée. Il annonce que vous allez probablement rêver de poules. Vous secouez la tête, mais il a déjà vu juste une fois, avec le fromage du mois dernier. La nuit tombe lentement comme un rideau trempé. Le ciel devient un couvercle. Vous vous enroulez dans votre manteau de laine, sentez vos muscles crier et votre esprit commencer à s'évaporer. Mais avant le sommeil, il y a toujours ce moment suspendu, le dernier regard vers le ciel, les étoiles timides et la lueur tremblante du feu. Le fort semble paisible, figé, presque irréel.
Vous entendez les bruits du camp, le craquement du bois, le murmure du vent, un soldat qui parle en songe d'un gâteau aux figues, et vous pensez, demain sera pareil, exactement pareil, et c'est peut-être ça, le plus terrifiant dans la vie d'un légionnaire. Pas la guerre, pas l'ennemi, mais cette routine implacable, sans fin, qui vous lime l'âme comme une pierre affûte une lame. Mais au moins, vous savez à quoi vous attendre. Et parfois, c'est suffisant pour trouver un semblant de paix. Ce matin, le centurion est particulièrement joyeux, c'est-à-dire qu'il ne crie pas tout de suite. Il vous annonce une excellente nouvelle. Aujourd'hui, vous ne vous entraînez pas. Non. Aujourd'hui, vous construisez une route. Une vraie, droite, romaine, impériale. Vous pensiez que les légionnaires passèrent leur temps à brandir des glaives et à crier « Aquila » dans les champs de bataille? Eh bien non. Une bonne partie de la Légion passait des semaines entières à paver des chemins, creuser des fossés et traîner des cailloux sous un soleil sans pitié. La conquête, c'est surtout une question d'infrastructure. On vous remet une pelle, une pioche et un paquet de piquets. Vous êtes chargé de planter les bornes qui jalonneront la nouvelle voie entre ce fort détrempé et un autre poste perdu plus au nord. Il n'y a pas encore de nom pour cette route. Vous proposez via inutile. Personne ne rit, sauf Flaccus. Mais il rit tout le temps, même quand il tombe. Vous partez en convoi. 20 soldats, 2 mules, une carriole bancale et une montagne d'outils. L'ambiance est festive, si votre définition de festive inclut des gémissements et de la boue jusqu'aux genoux. Première étape, repérez la ligne droite. Un ingénieur vous accompagne, l'air important, une règle d'or à la main. Il pointe l'horizon. Là. On va tout droit. Vous lui signalez une colline, un marécage et un village entier. Il hoche la tête. Oui, tout droit. Vous commencez donc à défricher. Branches, racines, rochers. Vous vous découvrez un talent certain pour arracher des plantes avec des noms étranges. Quelqu'un trouve un crâne. Petronius affirme que c'est un bon présage. Tiberius, lui, commence à prier. Vous creusez plus vite. L'un des moments de gloire de l'ingénierie romaine, c'est cette obsession pour la route droite. Peu importe les obstacles. On traverse les collines, on coupe les forêts, on assèche les marais. Il faut que ça aille droit, net, efficace. Une sorte de philosophie de vie, ou de névrose collective. Les pierres sont acheminées sur place. De gros blocs irréguliers, couverts de mousse. Vous devez les tailler, les caler, les ajuster à la main. Vos doigts deviennent plus durs que la pierre elle-même. À un moment, vous réalisez que vous n'avez pas cligné des yeux depuis 10 minutes. Vous corrigez ça, et vous éternuez sur votre propre ciseau. Une anecdote peu connue. Certains vétérans de la Légion préféraient la construction au combat. Ils disaient que les pierres ne mordent pas. Les pierres, elles, n'ont pas d'odeur. Vous n'êtes pas encore convaincu. Les pierres, ça tombe sur les orteils. Les journées passent, vous campez à même le sol, dans la boue. Pas de feu, trop visible. Pas de chant, trop fatigué. Mais chaque matin, vous voyez la route s'allonger. Lentement, implacablement. Et vous ressentez quelque chose d'étrange, de la fierté. Un jour, un cavalier traverse votre chantier. Un messager impérial. Il regarde à peine les hommes en sueur, ne dit rien et disparaît derrière la colline. Vous avez envie de lui hurler qu'il marche sur votre dos, sur votre sueur, sur vos ampoules. Mais vous gardez le silence. Parce que c'est ça, être légionnaire, être invisible mais essentiel. Les historiens débattent encore de la durée exacte de construction de certaines routes. On estime qu'un 1000 Romains pouvait être pavé en quelques jours avec une équipe bien entraînée. Vous trouvez cette estimation très optimiste. Ou alors, ils avaient des esclaves très motivés. Flaccus tente de raconter des blagues pour détendre l'atmosphère. Elles concernent souvent des Gaulois, des sandales et des mules savantes. Personne ne comprend, mais tout le monde rit. À ce stade,
Le rire est une forme de survie. Le soir, vous regardez la voie neuve, encore luisante d'humidité, s'étirer vers l'inconnu. Vous savez que bientôt, d'autres légionnaires passeront dessus. Des commerçants, des sénateurs, des messagers. Et aucun ne saura que vous avez déplacé chaque pierre. Qu'un jour, vous avez glissé sur un caillou mouillé en hurlant votre prénom à l'envers. On dit que les routes romaines sont éternelles. Certaines le sont, effectivement, encore visibles aujourd'hui. Vous vous demandez si votre dos va survivre au mois. Une éternité à échelle humaine. Un soir, alors que vous taillez la dernière pierre du jour, Petronius vous tend un objet. Un clou tordu, rouillé, trouvé dans la boue. Il dit que c'est un talisman. Il l'a trouvé entre 2 couches de gravier. Il l'appelle le clou du destin. Vous hésitez, puis vous le glissez dans votre poche. Vous ne savez pas pourquoi, mais ça vous semble juste. Et vous continuez, parce que c'est ce qu'on fait. On continue, même quand la route ne mène nulle part. Les jours se répètent comme les coups de marteau sur la pierre, réguliers, implacables et un peu assourdissants. Vous êtes de retour au fort, les bras plus raides que les poutres de la tour sud, mais avec cette étrange satisfaction dans la poitrine, celle d'un homme qui a survécu à sa propre pioche. Et maintenant, place à la plus grande aventure romaine. Attendre. Votre nouveau quotidien est un mélange d'ennui distillé et de paranoïa polie. On vous affecte aux patrouilles. Ces longues marches en forêt où rien ne se passe, mais où tout peut arriver. Ou du moins, c'est ce que dit le centurion avant de retourner faire la sieste dans son abri privé. Chaque matin, vous partez, en ligne, casque brillant, bouclier au bras, glaive dans le fourreau. Direction. Le néant feuillu. La forêt n'a pas changé depuis Jules César. Des arbres tordus, des ronces, et ce silence qui n'en est pas un. Vous entendez tout, craquement, clapotis, bruissement, et parfois, vous entendez ce que vous espériez ne pas entendre du tout. Aujourd'hui, Flaccus est avec vous. Il prétend avoir vu une silhouette la veille. Une ombre longue, trop longue. Vous le regardez avec l'expression fatiguée d'un homme qui a marché 12 kilomètres pour surveiller des arbres. Mais au fond de vous, vous savez, la frontière est trouble. Entre réalité et imagination, il n'y a parfois qu'une brume épaisse. Un fait historique à retenir. La majorité des légionnaires postés aux frontières ne mourraient pas au combat. Ils s'épuisaient dans l'attente. Des années passées à patrouiller, à scruter, à imaginer. La guerre mentale avant la guerre physique. Vous passez devant un vieil hôtel abandonné, dédié à un dieu local que personne ne semble connaître. Il est couvert de mousse, entouré de pierres disposées en cercle. Petronius s'arrête, crache dans ses paumes, puis murmure quelque chose. Il dit que c'est pour la route. Vous hochez la tête sans poser de questions. C'est plus simple ainsi. La nuit, de retour au fort, c'est le rituel de nettoyage. Le même depuis des semaines. Glaive, sandales, tunique, puis chasse aux rats. Oui, parce qu'ils sont revenus. Et cette fois, ils semblent organisés. Marcus jure en avoir vu un avec une sorte de baluchon miniature. Est-ce vrai? Personne ne veut vérifier. Un autre problème émerge, les rumeurs. Comme un feu lent, elles s'étendent. On dit qu'un autre fort, à une journée de marche, a été abandonné. Pas détruit. Juste, vide. Plus de sentinelles. Plus de commandants. Seuls des restes de repas sur la table. On vous jure que le pain était encore chaud quand les renforts sont arrivés. Cela vous semble absurde, mais vous y pensez. Trop. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces disparitions étaient des désertions, des attaques rapides ou simplement des exagérations collectives. Les sources ne sont jamais d'accord. Mais dans le silence de la nuit, les histoires prennent racine. Une patrouille nocturne est ordonnée. Vous êtes de la partie. Super. Vous chaussez vos sandales dans la boue glacée, vérifiez que votre torche est sèche et suivez Marius dans l'obscurité. La forêt, la nuit,
n'a plus rien de naturel. Chaque tronc ressemble à un homme, chaque racine a une main. Votre respiration devient votre seule compagnie fidèle. Vous tenez votre glaive serré, même si vous savez qu'il ne vous sauvera pas d'une illusion. Quelque part dans l'obscurité, un hurlement, long, rauque, presque humain. Vous vous figez. Marius siffle doucement, une sorte de signal codé. Les rangs se resserrent. On attend. 10 minutes, puis 20. Rien ne vient. Finalement, vous rentrez au camp. Et vous savez quoi? Rien ne s'est passé. Et c'est bien ça, le plus terrifiant. Parce que le vide use plus sûrement qu'une lame. Un matin, après une ronde particulièrement détrempée, vous ouvrez votre sac pour trouver un œuf. Un œuf parfaitement intact. Personne ne sait d'où il vient. Vous le montrez à vos camarades. Certains rient, d'autres s'inquiètent. Pétronius dit que c'est le signe d'un esprit protecteur. Flaccus propose de le manger. Vous décidez de le garder sans raison. Et la routine continue. Lever, inspection, patrouille, nettoyage, rumeur, mauvaise soupe, rats. Encore et encore, jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une ronde dans la plaine, vous tombiez nez à nez avec une empreinte. Immense, humaine, mais non chaussée, trop large, trop profonde. Marius ordonne le silence. Vous continuez, lentement. Rien ne bouge. Mais vous savez, quelque chose est passé par là, quelque chose d'humain, ou presque. Et pendant ce bref instant, vous espérez presque qu'il y ait un assaut, une attaque, un cri, n'importe quoi pour briser cette attente qui vous ronge. Mais rien ne vient. Alors vous rentrez, et vous recommencez. Parce que c'est ça, la vie d'un légionnaire sur la frontière. Ce n'est pas le sang, ce n'est pas la gloire, c'est l'attente, les ombres et les jours qui se ressemblent trop. C'est une nuit comme les autres, ou presque. Le feu crépite doucement au centre du fortin. Vous êtes rassemblés autour, vos silhouettes secouées par le froid et la fatigue. La veille de patrouille, c'était pénible. Le lendemain s'annonce pire. Alors ce soir, on parle, on murmure, on laisse sortir les ombres. Flaccus commence avec une histoire qu'il jure être vraie. Un légionnaire affecté plus à l'est aurait vu un esprit se matérialiser dans les marécages. Une silhouette floue, comme faite de brouillard, qui chantait doucement. En grec ancien. Pétronius ajoute qu'il a entendu le même chant dans ses rêves. Vous levez un sourcil. Il jure que non, ce n'est pas une blague. Même lui n'invente pas des choses pareilles. Vous pourriez rire, vous devriez peut-être. Mais il y a quelque chose dans l'air, une tension douce, presque invisible, comme un fil qu'on tend au bord de la rupture. Le genre de silence qui colle aux os. Un fait historique curieux. Bien que les Romains aient une religion d'État parfaitement structurée, les soldats stationnés loin de Rome adoptaient souvent les cultes locaux. Un mélange étrange de Jupiter, d'esprit de la nature, de dieux gaulois ou de rituels syriens. Un syncrétisme païen qui transformait les camps en petits laboratoires mystiques. Et ici, au bord du monde romain, vous commencez à comprendre pourquoi. La logique ne protège pas contre les bruits dans la nuit. On évoque les anciens dieux de la forêt, des esprits sans nom, plus vieux que l'Empire, plus patients que le temps. On parle d'un arbre, pas très loin d'ici, que personne n'ose toucher. Même les oiseaux évident ses branches. Marcus, le plus sceptique du groupe, y est allé une fois. Il en est revenu muet pendant 3 jours, et couvert de morsures étranges. Vous vous rappelez alors ce vieux talisman de Pétronius, l'os poli, gravé de symboles qu'il refuse d'expliquer. Il l'a déterré près d'un autel païen, derrière les latrines. Oui, derrière les latrines. Il dit que c'est un endroit propice. Les dieux, selon lui, aiment la puanteur. Ce n'est pas très flatteur, mais qui êtes-vous pour juger? Les vétérans ne plaisantent pas avec ces histoires. Ils ont tous une superstition. Marius, par exemple, ne monte jamais sur la tour sud après le coucher du soleil. Il dit que la lune y parle trop fort.
Une phrase bizarre que personne n'a osé lui demander d'expliquer. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces croyances étaient simplement des façons de gérer le stress ou si elles faisaient partie intégrante de la culture militaire romaine. Certains pensent que les soldats, confrontés à l'ennui et à l'inconnu, inventaient des mythes pour remplir le vide. D'autres estiment qu'ils voyaient des choses qu'ils préféraient ne pas comprendre. Une nuit, pendant votre garde, vous voyez une lumière, faible, bleutée, mouvante. Elle flotte entre les arbres, loin au-delà de la palissade. Vous vous frottez les yeux. Elle est toujours là. Vous hésitez à alerter quelqu'un. Mais à quoi bon? Qui vous croirait? Le lendemain, vous en parlez à voix basse. Pétronius vous écoute en silence, puis vous glisse un minuscule objet. Un petit disque d'argile, marqué d'un œil stylisé. Il dit que c'est pour regarder sans être vu. Vous ne savez pas s'il se moque, mais vous le glissez dans votre poche, juste au cas où. Les jours suivants, les histoires se font plus nombreuses. Des bruits étranges la nuit, des objets déplacés dans la chambrée, un rat retrouvé mort, les pattes repliées comme en prière. Gaius dit que ce n'est sûrement qu'une coïncidence. Vous voulez le croire. Un matin, le camp se réveille en silence. Sur le mur intérieur, quelqu'un ou quelque chose a tracé des signes. Pas des lettres romaines, pas du grec. Des courbes, des spirales, des triangles entremêlés. Le centurion les fait effacer. Il ne dit rien. Mais ce soir-là, il porte une amulette qu'on ne lui avait jamais vue. Pendant un moment, vous vous surprenez à prier. Pas à Jupiter, pas à Mars, juste à quelque chose. Vous ne savez pas quoi. Vous fermez les yeux, posez la main sur le bois de votre couchette et chuchotez un mot inventé. Un mot qui ne veut rien dire, mais qui vous apaise. C'est suffisant. L'ironie, c'est que vous êtes un soldat, un homme de discipline, d'ordre, d'empire. Mais ici, au bord du monde, même la discipline se plie au mystère. Les frontières ne sont pas seulement géographiques, elles sont mentales. Et vous sentez la vôtre se fissurer doucement. Une anecdote marginale. Certains camps isolés organisaient des rituels secrets. On a retrouvé des tablettes en plomb, gravées de souhaits, de malédictions, parfois de noms effacés. Des soldats qui voulaient te faire disparaître un centurion trop sévère ou retrouver l'amour d'une esclave. La magie n'était jamais loin, même pour ceux qui portèrent l'aigle. Ce soir, autour du feu, Marius parle lentement. Il dit qu'il a vu, une fois, un homme marcher sur les braises sans se brûler. Il portait un masque fait d'écorce. Il venait du nord, disait-il. Il cherchait son frère. Il n'a jamais reparu. On ne sait pas si l'histoire est vraie, mais personne ne pose de questions. Vous vous couchez, la tête pleine de formes étranges et de mots oubliés. Vous entendez la forêt respirer. Vous sentez le poids de quelque chose d'indicible. Et pourtant, vous vous endormez. Parce que dans la Légion, même la peur devient une habitude. Le matin est gris, lourd, sans odeur. Ce qui devrait vous rassurer, mais non. Il y a quelque chose dans l'air. Le centurion a ce regard que vous commencez à reconnaître. Celui d'un homme qui sait que tout va dégénérer, mais qui ne veut pas effrayer les enfants. Ou, dans ce cas précis, vous. Une sentinelle est arrivée en courant. Elle crache ses mots entre deux halètements. Des mouvements repérés au nord. Pas des animaux, pas des ombres, des hommes, en nom inconnu. Peut-être une tribu germanique, peut-être des éclaireurs, peut-être, pire, pas le temps de tergiverser. Vous enfilez votre équipement à la hâte. Le cuir de votre ceinture se coince, votre tunique est à l'envers et vous renversez un seau d'huile sur vos sandales. C'est ça la guerre, une série d'erreurs précipitées, emballées dans une panique organisée. Vous marchez vite, puis vous courez, et enfin vous glissez. Il pleut, évidemment, parce que les dieux aiment le drame. Et vous voilà en file, descendant une colline boueuse, les pieds écartés, le glaive à la main, l'estomac au bord de la fuite. La bataille ne vous attend pas. Ce n'est pas une arène. C'est une clairière détrempée,
bordée d'arbres tordus, dans laquelle les ennemis sont déjà là. Vous ne savez pas comment ils ont fait pour arriver si vite. Vous ne savez pas s'ils sont 10 ou 100. Tout ce que vous voyez, c'est des silhouettes qui avancent. Et vous, qui n'avez jamais vraiment cru que ce jour viendrait. Premier ordre, formation. Le testudo. Bouclier levé, resserré. Vous tremblez, non pas de peur, mais parce que vos muscles n'en peuvent plus. Vous entendez les impacts sur les bois, les cris autour, le centurion qui hurle des mots que vous ne comprenez pas. Il n'y a plus de logique, seulement du bruit et de la boue. Un fait historique frappant. Malgré leur réputation d'organisation parfaite, les combats romains, surtout sur les frontières, étaient souvent désordonnés, courts et terriblement confus. Peu de héros, beaucoup de glissades. Et souvent, personne ne savait qui avait gagné avant que le silence ne retombe. Vous êtes là, coincé dans une mêlée sans ligne claire. Un homme surgit devant vous, grand, barbu, couvert de peinture. Vous le poussez avec votre bouclier, frappé au flanc, il tombe. Ou glisse. Vous ne savez plus. Quelqu'un vous bouscule de l'arrière. Vous manquez de tomber à votre tour. Le sol est un ennemi pire que les lances. Autour de vous, c'est une chorégraphie ratée. Les boucliers s'entrechoquent, les casques roulent, les jurons volent. Flaccus hurle quelque chose à propos d'un canard. Vous n'avez pas le temps de lui demander pourquoi. Et soudain, tout s'arrête. Enfin, presque. Les ennemis se retirent, rapidement, comme s'ils n'étaient venus que pour tester vos réflexes, ou mesurer vos cris. Vous êtes debout, essoufflé, trempé. Vous regardez vos mains. Vous n'êtes pas blessé. Vous êtes en vie. Vous venez de vivre votre première escarmouche. Pas une bataille d'école. Pas une épopée. Juste un chaos humide de 15 minutes qui vous laisse avec une douleur au genou et un profond sentiment de doute. Était-ce une victoire? Une feinte? Une simple erreur? Les historiens se disputent encore pour savoir si ces escarmouches servaient de stratégie réelle ou s'il s'agissait de provocations spontanées. Certains pensent que les tribus testaient la discipline romaine avant de lancer de vraies attaques. D'autres soutiennent que c'était des représailles pour les routes trop droites et les taxes trop lourdes. Le retour au fort est silencieux. Pas de chant, pas de célébration. Marius crache dans la boue et marmonne. C'est ça la guerre. T'as froid, t'as peur et t'as même pas le droit à une figue. Ce soir, vous mangez du pain mouillé. Gaius a perdu son casque dans la mêlée. On lui en donne un autre, trop petit. Il ressemble à une tortue constipée. Personne ne rit. On est trop fatigué. Et pourtant, la vie continue. La tour est réparée. Les rondes sont doublées. La soupe est plus salée. Petronius affirme que c'est parce qu'on a goûté au sang. Vous lui demandez s'il peut formuler ça différemment la prochaine fois. Avant de dormir, vous regardez vos sandales. Vous ne les avez même pas enlevées. Trop d'efforts. Vous tombez sur la couchette comme une pierre, la tête pleine d'images floues, de cris déformés, de lames glissantes. Et vous vous demandez, dans cet entre-deux du sommeil, est-ce que ça recommencera demain? Et surtout, est-ce que vous serez prêt? Le lendemain, vous ouvrez les yeux en espérant que tout ça n'était qu'un rêve détrempé. Que la bataille n'a pas eu lieu, que votre genou ne fait pas mal, que Petronius n'a pas crié « attaque de canard » au beau milieu d'une mêlée. Et pourtant, tout est bien réel, trop réel. Mais comme toujours dans la Légion, les récompenses pleuvent. Enfin, pleuve est peut-être un mot ambitieux. Disons qu'elles dégoulinent à la vitesse d'une amphore fissurée. Vous recevez une petite prime en cuivre, une poignée de pièces, légèrement tordues, dont l'une porte le visage d'un empereur que personne ne reconnaît. Flaccus pense que c'est un sosie mal gravé de Bacchus. On ne le contredit pas, par fatigue plus que par politesse. Le centurion vous félicite. En criant, bien sûr, mais cette fois, il crie un tout petit peu moins fort. Vous sentez presque de la chaleur dans son ton. Ou peut-être qu'il a juste mal à la gorge. Dans le doute, vous hochez la tête. Le vin est distribué. Pas du bon vin, évidemment.
Ce n'est pas le nectar des villas de Campanie. C'est un vin militaire, coupé avec de l'eau douteuse, aux notes d'acide et d'herbes oubliées. Vous le buvez quand même, parce que vous avez survécu, et que dans l'échelle des festivités romaines, c'est suffisant. Un fait historique amusant. Les soldats recevaient parfois une prime appelée donativum, offerte par un empereur ou un général après une victoire ou une occasion politique. Mais aux frontières, loin des regards, les récompenses se limitaient souvent à du vin, une part de butin ou quelques jours sans corvée. Et justement, on vous accorde 2 jours de relâche. Enfin presque. Pas de patrouille, mais des corvées légères. Déblayer les écuries, réparer des caisses, trier des clous. Marius affirme que c'est presque comme des vacances. Puis il éternue dans une botte pleine de paille. Vous passez l'après-midi à recoudre votre tunique. Une manche a été déchirée pendant l'escarmouche. Vous utilisez du fil grossier, une aiguille émoussée et un vocabulaire que le Sénat désapprouverait. Pétronius vous aide en racontant une histoire de fantômes qui recouse les âmes des soldats tombés. Vous lui demandez s'ils prennent commande. Le soir, autour du feu, l'ambiance est étrange. Détendue, mais nerveuse. Vous avez goûté à la guerre, et même si vous en êtes sorti vivant, quelque chose a changé. La légèreté s'est déplacée, comme un manteau qu'on ne peut plus porter sans le sentir peser. Flaccus tente une blague. Un barbare, un centurion et un mulet entrent dans une taverne. Il s'arrête là. Il a oublié la suite. Vous riez quand même, parce que ça fait du bien. Les historiens se disputent encore sur la nature réelle de la camaraderie dans les rangs. Était-elle profonde, presque fraternelle ou simplement fonctionnelle, dictée par la survie? À cet instant, alors que vos camarades rient pour rien, vous penchez pour la première option. Peut-être que la peur soude mieux que les mots. Dans un coin du fort, un petit autel a été dressé. Des cailloux blancs, un peu de cendre et une plume plantée au centre. Personne ne dit qui l'a fait, mais tout le monde passe devant avec respect. Vous ajoutez une brindille pour la forme. Et puis, les corvées reprennent, parce que rien ne dure dans la Légion, sauf le travail. On vous assigne au tri des clous et à la révision de l'armurerie. Vous passez 3 heures à frotter une armure qui ne vous ira jamais, dans un recoin humide qui sent la sardine oubliée. Et pourtant, vous trouvez une certaine paix dans le rythme. Frotter, souffler, frotter. Le geste devient une prière silencieuse. Un camarade trouve un casque fendu. Il dit que c'est un mauvais présage. On décide de le faire fondre. Vous regardez le métal fondre doucement dans le four. C'est presque beau. La nuit suivante, un étrange calme plane sur le camp. Aucun bruit, pas même les rats. Vous dormez d'un sommeil lourd, sans rêve, sans mouvement. Comme si votre corps s'était enfin accordé une trêve. Et au réveil, rien n'a changé. La tour est toujours là. Le drapeau flotte mollement. Le pain est toujours sec. Mais vous avez un peu changé. Vous êtes un vétéran, désormais. En formation. Un brouillon, mais un vétéran tout de même. Et votre prime, elle est là, dans le regard de vos camarades, dans le silence du matin. Et, bon, aussi dans cette demi-amphore de vin aigre que Pétronius a réussi à voler. Santé, soldats. Le ciel est devenu un plafond de plomb. Gris, immobile, menaçant. L'air sent le bois mouillé, la laine moisie, et ce mélange indescriptible de fumée froide et de chaussettes oubliées. L'hiver approche, et il n'a rien d'une carte postale. Le vent perce les tuniques. Vos doigts sont engourdis avant même que vous ne les ayez utilisés. Vous vous réveillez avec une douleur dans le dos, puis dans le cou, puis dans des muscles que vous ne saviez pas posséder. Et c'est à ce moment précis que le centurion vous appelle pour une réparation urgente de toiture. Vous montez sur la tour sud avec Flaccus et Marcus. Flaccus a oublié ses gants. Marcus a oublié sa volonté de vivre. Vous
Vous avez oublié pourquoi vous avez signé ce contrat, mais vous n'osez plus poser la question à voix haute. Le toit fuit à 3 endroits. Non, 4. Non, 8. Il ne pleut pas, il dégouline. Vous passez l'après-midi à clouer, colmater, pousser la neige fondue avec une pelle fendue. À un moment, un oiseau gèle en plein vol au-dessus de vous. Ou alors il fait une pause très longue. Difficile à dire. Un fait historique peu glorieux. Les soldats romains, dans les régions froides, souffraient énormément de conditions extrêmes. Les sandales romaines, bien qu'iconiques, n'étaient pas idéales pour la boue gelée et la neige. On compensait avec des chaussettes en laine, des bandes de tissu et une grande dose de résignation. Votre manteau est fin. Vous empilez 2 tuniques, 3 si vous volez celle de Marcus pendant sa sieste, ce que vous faites avec une élégance modérée. Mais rien n'empêche le froid d'entrer. Il s'insinue sous la peau, dans les articulations, entre les dents. Le feu, au centre du camp, devient votre dieu personnel. Vous vous y collez chaque soir, jusqu'à ce que l'odeur de fumée s'infiltre dans chaque fibre de votre être. Vous sentez le feu, même en dehors du feu. Un genre d'onction olfactive. Les rations changent, moins de légumes, plus de pain. Du pain plus dur, plus sec, plus expérimental. Quelqu'un prétend qu'il a mordu une vis. Difficile de prouver quoi que ce soit, la texture est équivoque. La soupe du jour contient 3 pois. 3. Petronius les compte à voix haute. Il leur donne des noms. Les historiens se disputent encore sur l'efficacité des provisions hivernales dans les postes avancés. Les rapports parlent d'envois réguliers, mais les fouilles archéologiques montrent souvent des signes de rationnement sévère. La logistique impériale avait ses limites, surtout quand la neige recouvre les routes comme une couche de sarcasme géographique. La rivière gèle. L'eau potable devient un luxe. Vous apprenez à casser la glace avec le dos de votre pilum, puis à boire lentement pour éviter les dents gelées. Tiberius a perdu une molaire en croquant une noisette. On l'a félicité pour son courage. Flaccus tricote. Oui, tricote. Personne ne sait d'où il tient ça. Il utilise un vieux fil de chanvre et une aiguille volée dans l'atelier. Il produit une sorte d'écharpe ou de filet. Difficile à dire, mais il a l'air heureux. C'est tout ce qui compte. Le moral du camp fond plus vite que la neige au soleil. Les blagues se font plus noires. Tu sais qu'il fait froid quand même les corbeaux frappent à la porte. Un soldat demande si on peut geler les rapports de patrouille. La blague passe mal. Le centurion éternue en guise de réponse. Une nuit, la tour ouest s'effondre partiellement. La glace avait fissuré les poutres. Heureusement, personne n'y était à ce moment. Enfin, personne d'important. Un rat très respecté y avait établi ses quartiers. Un hommage lui est rendu sous forme d'une boulette de pain jetée dans le feu. Une anecdote étrange. Certains légionnaires hibernaient partiellement. Pas au sens biologique du terme, bien sûr, mais en limitant au strict minimum leurs mouvements et activités. Il n'y avait rien d'autre à faire. On vivait au ralenti. Et vous comprenez pourquoi. Vous passez des heures entières à observer le feu, à gratter la cire de vos bottes, à écrire des mots invisibles sur le sol gelé. Vous récitez les noms de vos camarades à voix basse, comme pour vérifier qu'ils sont toujours là. Un soir, vous entendez Petronius murmurer une chanson à un casque vide. Personne ne le juge. Le silence de l'hiver est particulier. Il n'a pas la même texture que le silence d'été. Il est plus épais, plus profond, presque physique. Il avale les sons. Même vos pas ne vous appartiennent plus. Ils résonnent différemment, et vous réalisez que l'ennemi ne vient pas toujours de la forêt. Parfois, c'est la saison elle-même. L'hiver est une guerre lente, insidieuse, qui n'envoie pas de flèches, mais des engelures. Et là, au cœur de cette blancheur hostile, vous combattez chaque jour pour ne pas devenir une simple silhouette figée sur la route impériale. Mais vous tenez bon.
Parce qu'il le faut. Et aussi parce que Flaccus vous promet une chaussette tricotée pour la semaine prochaine. Une seule. C'est déjà énorme. Le dégel arrive sans fanfare. La neige fond lentement, révélant les vieilles traces de pas, les détritus oubliés et, étrangement, un casque rouillé planté dans la terre comme une tulipe d'un genre militaire. L'air reste glacial, mais il ne coupe plus les joues tout comme avant. Il les pince simplement avec une ironie printanière. Vous remarquez que vos articulations grincent un peu moins, que la lumière dure un tout petit peu plus longtemps et que Petronius a finalement fini sa chaussette. Une seule, certes, mais elle est là, tricotée avec amour, ou du moins avec obstination. Le fort reprend doucement vie. Les clous reprennent leur tintement sur les poutres, les corvées de bois reprennent à un rythme régulier, et les rats reviennent, aussi confiants qu'au premier jour. Marcus affirme qu'ils avaient émigré vers une villa gauloise pour l'hiver. Personne ne le contredit. On est juste content de les revoir. C'est dire. Et vous? Vous êtes toujours là. Les jours passent plus vite, maintenant. Une marche de routine vous semble une promenade. Une patrouille de nuit, un exercice de concentration méditative. Vous savez ce que vous faites? Vous connaissez les gestes. Vos mains, votre souffle, votre bouclier, tout est devenu automatique. Comme si votre corps avait fini par comprendre le manuel du parfait légionnaire sans avoir besoin de le lire. Le centurion vous regarde différemment. Il vous appelle par votre vrai nom et plus par un surnom ridicule impliquant des fruits ou des mollusques. Vous réalisez que vous êtes là depuis assez longtemps pour être respecté, peut-être même craint. Vous avez vu, entendu, senti, et surtout, vous avez tenu. Un fait historique poignant. Les vétérans étaient rarement glorifiés dans les provinces éloignées. Ils recevaient parfois des terres, des droits de citoyenneté, s'ils ne les avaient pas déjà, mais souvent, leur retour était discret, effacé, comme s'ils avaient rêvé leur propre service. Vous recevez enfin votre lettre de reconnaissance. Un morceau de parchemin, cacheté maladroitement, signé d'un fonctionnaire qui ne vous a jamais vu. Elle dit que vous avez rempli vos obligations, que vous avez servi Rome, que vous pouvez partir, si vous le souhaitez. Le moment est étrange. Vous tenez la lettre, la relisez 3 fois, puis vous la pliez lentement et la glissez dans votre sac, entre le talisman de Petronius et le clou tordu de la via inutile. Flaccus vous demande ce que vous comptez faire. Rester? Partir? Ouvrir une taverne dans un village qui ne figure sur aucune carte? Vous répondez? Je ne sais pas. Peut-être dormir, d'abord. Longtemps. La veille de votre départ théorique, le camp organise une petite fête. Enfin, une assemblée. Avec du vin un peu moins coupé, un feu un peu plus chaud et des chants presque justes. Petronius chante une ode improvisée à votre nom. Il rime bravoure avec ampoule. Vous êtes ému malgré vous. Les historiens se demandent toujours ce qu'il advenait réellement des soldats libérés. Nombreux étaient ceux qui restaient, non pas parce qu'ils ne pouvaient pas partir, mais parce qu'ils ne savaient plus comment vivre autrement. Et vous? Vous hésitez. Vous regardez la palissade, le paysage derrière, le chemin devant. Il est là, ouvert, inconnu, tentant. Mais avant de prendre une décision, vous vous asseyez. Au bord du mur, face au soleil qui se couche sur les collines brumeuses, vous sentez la chaleur sur votre peau. Vous écoutez les rires, les pas, les cliquetis familiers du fort. Et pour la première fois depuis des mois, vous vous sentez léger. Les derniers sons s'estompent, doucement. Le vent n'a plus cette morsure. Il devient un simple souffle, une caresse discrète sur votre joue rugueuse. Le fort derrière vous respire calmement, ses planches grinçant par habitude plus que par nécessité. Vous êtes là, immobile, entre deux mondes. Celui que vous avez connu, rude, terreux, vibrant d'ordre et de sueur, et celui qui s'ouvre devant vous, silencieux, brumeux, tissé d'incertitudes douces. Vous ne pensez plus à la douleur dans vos genoux.
Vous ne pensez plus aux corvées, aux tours de garde, ni aux cris du centurion. Vous pensez seulement au feu qui crépite encore dans vos souvenirs, aux voix qui s'éteignent une à une autour de vous. Un dernier regard vers les étoiles naissantes. Elles brillent, lointaines, inaccessibles, mais familières, comme la mémoire d'un rêve, et vous laissez vos paupières se fermer. Tout est calme, tout est loin, tout est doux à présent. Fin du script. Faites de beaux rêves.